tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moodcast, le podcast Moodle FR, le rendez-vous mensuel dédié à la communauté francophone de Moodle. Je suis Azilis et aujourd'hui, Catherine Mougin, docteur formation adulte et présidente de l'entreprise 3E Innovation, nous dévoile ses clés pour une plateforme Moodle accessible. Théo Potier, chef de projet chez Learning Touch, a sélectionné pour vous The Best Plugin of the Month, un plugin à découvrir dans cet épisode. Et pour rester toujours plus au courant des actualités Moodle et de la communauté mondiale, je vous partage quelques actualités en fin d'épisode. Alors, prêt à plonger dans ce Moodcast riche en informations, conseils et innovations ? C'est parti ! Bienvenue Catherine. Merci, bonjour et merci. Est-ce que pour pouvoir un petit peu mieux comprendre ton rapport à l'accessibilité, tu pourrais nous faire une petite présentation de toi, ton parcours et puis de 3E Innovation ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis rentrée dans le monde du handicap au sens très large et on parlait pas encore d'accessibilité à l'époque. J'avais une dizaine d'années quand j'ai appris la langue des signes dans une association pour adultes, du coup, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cours pour les enfants de langue des signes. Et c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans ce monde-là, même si avant, parce que m'a raconté ma mère, j'apprenais le braille via le quid. Voilà, je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Et j'ai appris la langue des signes pendant des années et je suis toujours resté en lien avec la communauté sourde. Et par la suite, quand j'ai fini une partie de mes études, j'ai voulu créer le CAP Petite Enfance, qui était mon premier diplôme en langue des signes et à distance, puisque je venais de finir mon DU le chef de projet e-learning. Donc là, je me suis remise dans la langue des signes, même si ça a toujours été dans ma vie, en fait. À la fac, quand j'étais à la fac, je donnais un peu des cours à mes copines. J'ai toujours eu ça. Dès que je pars à l'étranger, je rencontre des sourds. Ça fait partie de ma vie. Et en parallèle, vers une vingtaine d'années, j'ai adhéré à l'APF grâce à un copain, parce que j'ai travaillé sur mon projet et on s'était fâchés parce que j'avais appelé ça handifimu et que le rapport au handicap, je l'avais mis en premier et que lui trouvait que c'était pas normal. Donc je lui ai dit, si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Puis c'est devenu un très très bon copain et il m'a fait intégrer l'APF et j'ai accompagné pendant plusieurs années des vacanciers en situation, les vacanciers en situation de handicap en vacances partout dans le monde, on va dire. Et j'ai été élue à l'APF dans mon département, dans ma région. Et ça a été des moments d'échange. J'ai rencontré des personnes en situation de handicap, de tout type de handicap, on va dire. Donc voilà en gros pourquoi j'en suis arrivée là. Et j'ai eu la chance de faire un stage au cabinet de l'adjointe à la mairie de Paris. Qui à l'époque, il y avait une compétence handicap, il y avait une adjointe au handicap, et là ça a été aussi une révélation de voir aussi la partie politique liée au handicap. Donc j'ai été à la fois sur le terrain, à la fois donc avec des gens en situation de handicap, et à la fois le côté politique et comment on met en œuvre tout ça, toutes les lois, toute la réglementation. Donc voilà, en gros, pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et dans 3 Innovations, quand on a créé 3 Innovations avec mon associé qui est mon mari, le premier truc, ça a été, mais moi, je veux mettre de l'accessibilité là-dedans. C'est important pour moi. Et tout ce que je fais en langue des signes, par rapport à la langue des signes, je l'ai complètement intégré dans l'entreprise. Je me suis formée à l'accessibilité numérique il y a 20 ans. Et puis j'ai travaillé avec toutes les grandes boîtes d'accessibilité qui se reconnaîtront. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, joli parcours. Ceci explique cela, on va dire. Et du coup, une fois que tu t'es formée un petit peu à l'accessibilité numérique, quand est-ce que tu as décidé de passer ça dans le domaine de la formation et plus particulièrement sur les outils numériques qu'on utilise dans la formation en ligne ? Alors en fait, comme j'ai fait ma formation chef de projet e-learning en parallèle, à peu près au même moment que j'ai fait les formations accessibilité numérique, j'ai relié les deux en fait. J'utilisais des outils au moment du CAFEL, même si, alors pour Moodle c'est un peu différent, parce que Moodle j'étais apprenante à distance. À l'époque, j'ai fini mes études à distance parce que je travaillais en parallèle. Et on utilisait Moodle dans les facs, alors je pense à l'Université de Lille, l'Université de Franche-Comté. Donc j'ai vécu les difficultés du début des Moodle, le premier Moodle, et puis quand j'ai fait la formation accessibilité numérique, j'ai travaillé déjà avec Moodle, j'avais fait tout mon POC sur Moodle, et du coup j'ai fait le lien tout de suite en disant ok, j'apprends tout ça pour des sites internet, mais finalement c'est la même chose pour un LMS, et comment je peux retransposer ça ?
Tout, voilà, accessible web. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement. Et après, j'ai eu plus de difficultés sur les outils auteurs. Là, par contre, ça a été, voilà, je me suis vraiment cassé les dents, donc je les ai tous testés, voilà, ça a été très compliqué. J'ai choisi le moins pire, on va dire. Je vais pas dire le meilleur, mais je vais dire le moins pire, qui est toujours aujourd'hui un peu, ouais, qui a un peu ça en priorité dans sa roadmap de développement. Donc ça s'est fait assez naturellement. Et comme moi, c'est quelque chose qui est important. Alors, c'est important dans ma vie, puis en plus, dans ma vie personnelle, eh ben, j'ai des gens qui ont ces situations de handicap. Donc, par exemple, mon premier site pour LSM, là, ma structure pour ma formation de petite enfance, eh ben, mon premier site internet, pas du tout accessible. Et j'ai un copain qui est très fortement daltonien. Et je lui dis, tiens, tu veux pas regarder? Il regarde, il m'a dit, bah écoute, tu vois rien, quoi. J'arrive à rien lire. Donc, j'ai dit, bah oui, c'est vrai. Et c'est là où j'ai pris la mesure du truc, parce qu'autour de moi, bah, voilà, je vis avec des gens comme ça, et tout de suite, ils me disent, bah oui, mais là, Catherine, on veut bien t'aider, on veut bien te faire un peu de retour d'expérience de ce que tu fais, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Et j'ai fait pareil sur Moodle, et puis bah voilà, petit à petit, ça s'est fait, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus comme ça, en fait. Et j'ai appris par moi-même, j'ai appris grâce à des copains, à des gens avec qui j'ai travaillé, et voilà, qui aujourd'hui sont à la tête des structures de conseil sur l'accessibilité numérique. Très bien, eh ben, je te remercie. C'est sûr que quand on a des proches qui ont potentiellement ces handicaps-là, c'est plus facile de leur demander à eux pour voir comment eux, ils le prennent et puis s'adapter, tout simplement. Tu parlais de Moodle. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment Moodle se comporte nativement d'un point de vue accessibilité? Comment est-ce que ça prend en charge l'accessibilité? Alors Moodle a été, alors au-delà du fait que je la maîtrise bien, et puis c'est pas pour en faire, voilà, il y a plein de défauts aussi, comme toute plateforme, mais sur l'accessibilité, en tout cas sur les dernières versions, sur la version 4, ça a été vraiment leur fil conducteur. Ils ont vraiment extrêmement travaillé cette partie-là. L'avantage de Moodle, c'est que c'est une plateforme internationale, beaucoup utilisée aux États-Unis, et qu'aux États-Unis, on rigole pas avec la loi. Et comme c'est eux qui sont un peu précurseurs de l'accessibilité numérique, ça aide énormément. Même si nous, après, on a notre petit RGA en France. Donc du coup, l'accessibilité sur un Moodle natif de base que vous installez, il est VCAG, hein, il est conforme, il n'y a pas de difficulté. Il y a quelques calendriers, tout ça, c'est pas terrible, mais on peut l'utiliser en tant qu'apprenant et faire le même travail que n'importe qui. Apprenant ou formateur ou gestionnaire. Hein. Donc du coup, en termes de réglementation et de cadre, moi, je dis, il n'y a pas de souci. La grande difficulté de Moodle, c'est que personne garde un Moodle natif voilà, en ligne. Je connais aucune entreprise aujourd'hui ou université, etc., qui garde un Moodle noir et blanc avec le thème de base. Et la première difficulté, elle va arriver là. Elle va être sur l'installation du thème, qui va être très souvent pas accessible. Et là, on enclenche toutes les problématiques qui vont derrière. Et c'est ça la difficulté de Moodle aujourd'hui. Donc oui, nativement, pas de souci, mais vous gardez pas, et heureusement que vous gardez pas un Moodle natif. Donc l'idée, c'est de trouver après des compatibilités, entre guillemets, ou faire des choix, et là, il y a des critères peut-être à faire entre le côté parfois très beau ou très fonctionnel, et puis le côté accessibilité. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, on essaie de trouver le juste équilibre entre la pédagogie, la technique, l'accessibilité, puis on fait des choix en fonction de ça. Et des choix sur des usages, on va dire. Oui, ça peut être très accessible, mais bon, ça peut être accessible, mais si personne ne l'utilise, ça sert à rien. Puis il y a des choses qui vont être beaucoup plus utilisées dans Moodle, et si ça l'est pas, c'est un peu plus dérangeant. Donc voilà, c'est une question de critères et de jugement à avoir, de réflexion à faire en interne. Eh bien, merci. Et je rappelle juste à nos chers auditeurs que la version 4, qui a eu du coup pas mal de travaux sur la partie ergonomie et navigation, c'est celle où on avait enfin plus le tiroir de gauche, où il y avait absolument tout le menu qui nous permet de venir modifier notre Moodle et accéder au cours. Oui, et puis le fil d'Ariane qui a disparu, ce qui est un peu bête quand même pour de l'accessibilité. Voilà, il y a quand même quelques petits bugs. Ils ont réussi à être conformes, mais il y a encore quelques petits bugs. Et l'avantage, c'est comme c'est de l'open source, comme WordPress, on peut tout patcher, quoi. Ça veut dire qu'on peut tout modifier, on peut rendre accessible Moodle. Ça, c'est pas un souci, contrairement à des outils, à des LMS privés, où là, ça sera plus complexe. Eh ben écoute, on verra à la prochaine version LTS si finalement on retrouve notre fil d'Ariane. Oui, j'ose espérer, c'était prévu, je crois. Il me semble aussi. Tu parlais aussi de la partie graphisme avec les thèmes, etc. Comment est-ce que le graphisme prend toute sa place et son rôle dans l'accessibilité des formations en ligne dans Moodle ?
Alors c'est là, pour moi, où c'est la première étape où le bas blesse. Parce que souvent on dit oui, c'est les développeurs. Moi, à mon avis, c'est pas eux trop la... C'est pas là... Alors je vais reprendre un peu le discours quand je me suis mise là-dedans et que j'ai dit à mon mari, il m'a dit, bah, tu viens avec moi, tu vas faire des formations pour faire du WordPress accessible, du Moodle accessible. On est sortis de formation tous les deux, et il m'a juste répondu, bah écoute, c'est juste coder correctement, quoi, en fait, hein, c'est juste être propre dans ses codes. Et si tu le fais bien, bah en fait, il y a l'accessibilité, de fait, il y a pas de... Globalement, il n'y a pas de souci. Alors, je mets un peu de nuance, parce que c'est pas si simple que ça. Donc pour moi, la difficulté, elle est plutôt sur la partie graphiste, parce qu'un graphiste, jamais il a entendu parler d'accessibilité. Moi, ma graphiste, aujourd'hui, je lui dis, t'as pas le choix de te mettre dedans, parce que ça fait partie, moi, de mes critères de sélection. Au-delà de ça, c'est une amie, mais... Et du coup, ça l'intéresse, parce qu'elle me dit, ah oui, mais j'ai jamais pensé comme ça, vu les choses comme ça. Le choix des couleurs, s'il n'y a pas de contraste, ce qui est 99% des cas, que ça soit sur Moodle, des supports de formation, tout ça. Encore hier, j'étais à un événement d'un client, j'ai rien vu sur le support PowerPoint parce que du blanc sur du jaune, on voit rien, quoi. Donc même sans problème de vue, juste naturellement, on ne voit pas. Et en fait, sur Moodle, c'est souvent comme ça. Il y a un manque de contraste, le choix des couleurs, il n'est pas assez contrasté. Donc il suffit que la graphiste ou le graphiste reconnaissent un peu les niveaux de contraste, et puis qui vérifient, et hop, tout ça, ça disparaît. Après, tout ce qui va être visuel, iconographie, tout ça, dans Moodle, c'est déjà fait, si on va les modifier, c'est le choix des images. Si c'est des images qui sont juste pour décorer, on s'en fiche de l'accessibilité. C'est décoratif, il n'y a pas d'intérêt de faire du contraste, on reste sur du joli pur. Si c'est informationnel, si on donne une information où l'apprenant ou le gestionnaire, le formateur, il doit avoir cette information-là, là, on met un texte alternatif. Ça veut dire qu'on peut garder le côté joli, mais il faut penser à se dire, ah oui, alors je peux faire du joli, par contre je mets un texte alternatif pour la personne qui ne pourrait pas voir, ou qui passe sur un lecteur d'écran type NVDA, voilà, tout simplement. Donc c'est pas des choses compliquées, c'est juste des habitudes ou des réflexes qu'il faut prendre. Et il faut former les graphistes à ça. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué. Voilà. Et ça, ils ne savent pas faire. Je pense à la mienne, c'est pour ça que je féminise, mais ils ne savent pas forcément faire, donc on les forme et on y arrive. Très bien. Eh bien, je te remercie. Une fois que notre graphisme, etc., nos couleurs sont bien contrastées, nos images ont bien toutes des textes alternatifs, sur quoi est-ce qu'on peut agir en plus sur Moodle, peut-être sur la partie plugin additionnel ou connexion avec des outils tiers, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Alors ça reste une bonne idée, moi c'est toujours dans l'équilibre, j'estime que la pédagogie doit passer avant tout, parce que la plateforme à la base, quand même pour faire de la formation, donc pour moi la pédagogie est mon critère numéro 1. Après j'ai le rapport à l'accessibilité, et là j'essaye de faire trouver un juste milieu ou trouver une alternative par rapport à un plugin qui ne serait pas accessible. Bon, après, j'ai la chance en interne d'avoir des développeurs qui vont mieux m'améliorer le plugin qui ne l'est pas. Voilà. Je prends l'exemple de H5P qui est quand même le plugin le plus utilisé. Dans H5P, il y a des choses qui sont pas, il y a des types de fonctions, des activités qui ne sont pas accessibles. Donc ça, je fais le choix des fois de me dire ça, je sais que c'est pas accessible, mais je sais que je vais en avoir besoin. Il faut aussi penser qu'à un moment donné sur Moodle, on fait une petite analyse de besoin, on voit nos apprenants, on voit nos formateurs, ça peut être aussi des formateurs en situation de handicap. Puis là, pareil, si on dit en fait, j'ai aucune personne. Alors, je donne l'exemple de Air France, parce que j'ai eu le cas pour les pilotes d'Air France. Il n'y en a aucun qui est malvoyant ou non-voyant, quoi. Donc, la question de l'accessibilité visuelle, en tout cas, quand ils m'ont posé la question, je dis non, parce que là, il faut que ça soit quand même cohérent avec votre public. Si je vais dans une université, potentiellement, oui, j'aurai un pourcentage de personnes en situation de handicap plus élevé, donc là, il faut que je fasse attention. Et pareil, je mets une alternative, c'est-à-dire je peux mettre un H5P pas accessible pour le commun des mortels, puis après, je retransforme les autres, cette question-là d'une autre manière pour les personnes qui ne pourraient pas avoir accès à la première. L'idée est toujours d'avoir une alternative, en fait, alors pas un palliatif, mais une alternative pour que tout le monde ait l'information au même niveau. Alors, c'est sûr que ça sera différent. Je dis pas un drag and drop. Souvent on me dit oui, mais drag and drop, c'est vraiment bien. D'accord, oui, mais bon, si c'est pas accessible, c'est pas grave. Je fais un drag and drop pour celui qui peut le faire et je fais un QCM standard ou un QRM standard pour celui qui peut pas le faire. Tant qu'il a l'information et qu'il apprend de la même manière, c'est ça le plus important. Dans les autres types de plugins, c'est du cas par cas. Hein. Si vraiment il y a un besoin sur ce plugin-là, effectivement, on l'utilise, puis on essaye, s'il n'est pas accessible, de l'améliorer. Voilà, c'est l'avantage du côté ouvert de Moodle. Tout à fait.
Je sais que sur les plateformes e-learning touch, on installe maintenant par défaut pour tous nos clients un petit bouton en bas qui apparaît en bas à gauche sur toutes les pages de la plateforme qui permet à chacun de venir paramétrer le visuel de la plateforme en fonction de ses contraintes, donc plutôt des profils dyslexiques, des profils daltoniens, etc., etc. Ou même tout simplement grossir la souris, parce que parfois elle va trop vite ou elle est trop petite, du coup on la voit pas. Du coup, c'est aussi pratique d'avoir cette partie-là. Alors, ce plugin-là, c'est... je vais pas dire que c'est du gadget, mais c'est un entre-deux. C'est un entre-deux dans le sens où ça peut être utile à des gens qui n'ont pas rendu accessible leur ordinateur. Voilà, je vais prendre l'ordinateur au sens là. Une personne qui est non-voyante, elle en a pas besoin de tout ça puisqu'elle va prendre son ordi, elle va paramétrer son ordi pour faire en sorte, voilà, mettre NVDA, voilà. Donc, généralement, une personne en situation de handicap, alors peut-être arriver à un certain âge, parce que c'est vrai que les plus jeunes sont peut-être pas encore là, ils vont paramétrer leur ordinateur, leur navigateur pour faire en sorte que la police, les codes couleurs, les contrastes de couleurs, le côté sombre, etc., ça se fasse naturellement et que ça soit pas chaque plateforme, chaque site internet qui ait à le faire. Donc, globalement, tout ça, souvent, moi, je dis c'est un peu de gadget, mais pourquoi pas, ça coûte rien de le mettre en tout cas. Donc moi j'ai mettez-le, ça coûte rien. Si ça peut aider une ou deux personnes comme ça, parce qu'ils savent pas encore utiliser leur ordinateur, paramétrer correctement leur ordinateur, pourquoi pas. Si vous avez des référents handicap, moi je dis à mes clients, vos référents handicap, apprenez à vos référents à paramétrer les ordinateurs des gens et non pas votre plateforme. Parce que l'usage de la plateforme c'est bien, mais la personne elle doit naviguer partout ailleurs. Si elle a besoin d'aller sur la banque, la poste, SNCF, faut qu'elle puisse le faire. Donc il faut mieux apprendre à la personne de bien se servir de son ordinateur et qu'il soit correctement paramétré par rapport à ses besoins que de retravailler son Moodle avec ce type-là. Ce plugin-là, il est bien parce que ça aide, mais ça rend pas la plateforme accessible, loin de là. C'est pas parce qu'on a mis ça que notre plateforme elle est accessible. Et c'est souvent un peu le discours que j'entends. On me dit ah oui mais j'ai mis ça donc c'est bon. Ah non mais ça n'a rien à voir parce que même si vous mettez ça, si vous n'avez pas fait attention, si votre plugin n'est pas accessible et qu'NVDA peut pas lire le contenu, ça change, on a beau avoir ça changera rien. Donc c'est une bonne idée mais ça répare pas tout et c'est pas magique. De toute façon il n'y a aucun plugin magique nulle part. Voilà. Quand on me dit, il n'y a pas un plugin qui fait... non, en fait, codez correctement, prenez un thème correct, voilà, et prenez des graphismes qu'ils savent faire, et là, ça ira plus vite que trouver un plugin, quoi. Ok, on en prend bonne note, mais bon, dans tous les cas, on sait que le thème... C'est le thème qui est... Ouais, et puis c'est vraiment le thème qui est le premier élément, le thème, format de cours. Voilà. Puis après le troisième qui est pour moi presque le plus important de tous parce que là c'est comme Moodle, moi je le compare toujours à un bâtiment. Moodle c'est mon bâtiment. Ok, je rends la porte de ma mairie accessible donc on peut rentrer dedans, mais si une fois qu'on est dedans pour aller aux toilettes il y a 3 marches. Voilà, donc ça c'est mes plugins tiers, mes toilettes, les 3 marches, mes toilettes. Et puis si j'ai besoin d'accéder à la salle de formation, salle de mariage, et qu'il y a encore des marches pour descendre ou autre chose, un élément qui m'empêche d'y aller, ça c'est mes contenus de formation. Et souvent, c'est à ce niveau-là, puisqu'on peut avoir un Moodle super accessible jusqu'au cours, et puis les contenus, ils sont pas accessibles. Et là on aura mis beaucoup d'argent, d'investissement, d'énergie dans un super Moodle. Mais la finalité de Moodle, c'est quand même d'avoir accès à des contenus de formation. Si ceux-là, ils ne sont pas accessibles, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut aller jusqu'au bout de la démarche et du process et faire des contenus accessibles. Et là, ce n'est pas quelques développeurs, ce n'est pas un ou une graphiste qu'il faut former, c'est des milliers de formateurs. Et là, ce n'est pas la même échelle. Et là, c'est bien plus compliqué à mon sens. C'est plus simple techniquement, mais beaucoup plus compliqué parce qu'il y a du volume. Et des pratiques qui sont encore pas là, sur l'usage... de PowerPoint, de Word, du PDF, etc. Sur la partie ressources, j'allais y venir justement. Effectivement, on peut concevoir aussi des contenus pédagogiques en dehors de Moodle, mais si on se cantonne vraiment aux activités et ressources qu'on peut mettre à disposition dans Moodle, qu'est-ce que tu conseilles plutôt d'utiliser ? L'objectif, c'est que tout le monde arrive à la fin de la formation, soit content et apprenne des choses. Donc, j'aurais tendance à dire, moi, là, comme ça, naturellement, prenez H5P, qui est quand même plus moderne, plus sympa, plus... Voilà. Et puis, dans les choix, pareil, faites des choix dans les activités, réfléchissez plutôt à l'objectif pédagogique de votre activité que le côté peut-être un peu rigolo, un peu ludique de l'activité H5P. Et puis, pareil, on fait un équilibre entre tout ça et puis on regarde ce qui paraît le mieux. Et si on met un plugin, si on met une activité, je pense les vidéos 360 qui sont super, c'est super sympa.
Et ben on essaie de trouver une autre solution, une alternative pour que ça soit accessible. Voilà, on le présente autrement pour que ça soit accessible. L'exemple le plus bête, quand je dis vous avez fait un support qui n'est pas accessible, voilà, vous avez fait des super supports sur des outils auteurs, peu importe, ou des liens, voilà, peu importe, ou même une vidéo, vous faites un PDF accessible qui retrace tout ce que la personne doit apprendre de la vidéo, de l'activité, etc. Et puis hop, on a répondu au besoin prioritaire qui est de rendre la formation disponible. Alors ok, c'est peut-être pas très rigolo un PDF, mais NVDA, s'il arrive à bien lire, la personne, elle l'écoute, elle repasse X fois s'il y a besoin, et ça fait le job, quoi. C'est toujours mieux que rien, en tout cas. À défaut de trouver, alors je rêve d'un monde où tout HMP sera accessible, où tout sera accessible. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc faut trouver d'autres solutions. Effectivement, de toute façon, ça dépend de comment est-ce que les éléments sont conçus. Ça, c'est valable pour n'importe quelle activité de Moodle. Et sur la partie plutôt format de cours, est-ce que toi, tu préconiserais un format plutôt qu'un autre ? Alors moi, j'adore le format tuile, mais le problème, c'est qu'il n'est pas accessible. Là, c'est compliqué. Donc, le format de base de Moodle 4, alors je cherche le nom. Thématique. Celui-là, il fait le job, par exemple. Puis, il n'est pas si mal. Voilà. Okay. Je crois que le format anglais marche aussi, par exemple. Ça fait un peu plus site internet dans le côté UX, mais ça marche. Mais je crois que format tuile, ils sont dessus pour le rendre accessible, justement, parce que c'est le plus utilisé. Donc voilà. Après, c'est une course, c'est plus on utilise, plus un Moodle HQ va travailler pour rendre accessible ce qui est le plus utilisé. Donc, et puis, il faut se donner un peu de temps, et voilà, ça va venir. Tout ça va venir. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éléments. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou donner un petit conseil à nos chers auditeurs ? Ouais, alors un petit conseil, parce que c'est bien, on parle d'accessibilité, mais c'est juste prendre conscience. Je pense que le plus important pour travailler sur l'accessibilité, c'est prendre conscience des difficultés que peuvent avoir ces personnes-là. Donc moi, je vous invite soit à échanger avec des personnes en situation de handicap, soit à faire des petites sensibilisations, et là, il y en a plein. Nous, on lance notre boutique en ligne sur la partie handicap, accessibilité, et plus vous aurez conscience des difficultés, plus vous le ferez naturellement, vous direz ah oui, et ça vous viendra à l'esprit sans même se poser mille et une questions, quoi. Et je pense que c'est ça qui va changer les choses plus tard, c'est prendre conscience de la difficulté. Moi je fais des simulations en VR sur le handicap pour que les gens prennent conscience, et je trouve que ça marche bien. Sans ça, on dit oui, on le fait parce que c'est la loi. Ok, il y a la loi. Ouais, mais c'est pas là-dessus que je joue, moi. Moi, la loi, c'est pas que je m'en fiche, c'est très bien qu'elle soit là, mais l'important, c'est quand même les personnes à la fin. Donc, vis ma vie, c'est pas mal aussi pour ça, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, si jamais, il me semble que vous avez aussi des petits ateliers de sensibilisation pour se mettre dans la peau d'une personne malvoyante ou d'une personne malentendante. Tout à fait. On a handicap moi, donc vis ma vie, et puis on fait beaucoup de sensibilisation au handicap, dans le cadre de la formation ou pas. Voilà, nous on intervient sur beaucoup de choses et on sort des petits modules pour les RH, les managers, pour le recrutement, pour accompagner les collaborateurs sur les personnes en situation de handicap au sens large. Pareil, pour se rendre compte, ce que c'est et c'est quoi là aussi la compensation. C'est pas du favoritisme, c'est juste remettre de l'équité dans tout ça, quoi. Et c'est ça une société inclusive, c'est que tout le monde soit à la même hauteur. Eh bien, mettons-nous dans la peau des personnes en situation de handicap pour rendre nos formations accessibles dans Moodle. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, Catherine. Merci Azilis. Merci à toutes et à tous. Bonjour Théo, peux-tu nous parler du Best Plugin of the Month que tu as repéré ? Oui, bien sûr, Azilis. Aujourd'hui, je vais vous parler du plugin FeederCodes. C'est un plugin qui permet de renforcer l'engagement des apprenants à l'aide de plus de 200 balises de texte dynamiques qui permettent de renforcer la personnalisation de l'expérience utilisateur dans le LMS, à la fois au niveau global de la plateforme ou bien au niveau des cours. Et donc, votre plateforme devient dynamique et adaptée à chacun. Grâce à FeederCodes, il est possible d'afficher certains éléments en fonction du rôle de l'utilisateur, afficher des icônes font à somme là où vous souhaitez, afficher le contenu en fonction de la cohorte, du groupe ou encore de la tenante si vous utilisez Moodle Workplace. Et vous savez quoi ? Toutes les balises sont présentées dans la documentation officielle du plugin sur moodle.org. Et nous vous préparons un article Amazing Moodle Plugin sur notre blog elearningtouch.com très prochainement. Merci beaucoup Théo. La semaine dernière s'est tenu le Moodle Mood Global à Édimbourg. C'est la rencontre annuelle de la communauté de Moodle mondiale à ne pas manquer. Notre équipe vous a préparé un récapitulatif des éléments qu'elle a trouvé intéressant de vous partager.
Sur l'intégration de l'IA dans Moodle, il existe déjà quelques possibilités. Maria Schur, responsable produit de Moodle HQ, a partagé lors de sa keynote qu'il n'y aurait pas d'autres fonctionnalités IA embarquées dans les prochaines versions de Moodle LMS dans les mois à venir. Par contre, d'autres fonctionnalités pourraient voir le jour en premier lieu sur Moodle Workplace et sur Moodle HE ou High Education, le nouveau produit de Moodle qui verra le jour probablement courant 2027. Pour pouvoir utiliser l'IA dans Moodle, il faut donc s'entourer des organisations ayant déjà développé des solutions de leur côté. Le consortium européen, créé pour le développement de cours AI, plugin de génération de cours Moodle assisté par IA avec eLearning Touch, Moxis et TracyPoint, tous Moodle Partners, a pu présenter Cours AI devant les 77 Moodle Partners monde pendant la journée des Moodle Partners. Le lendemain, lors de la keynote d'introduction de Scott Anderberg, le CEO de Moodle, Florence Bruno de l'Université de Bretagne occidentale et Jean-François Leclerc d'eLearning Touch ont été invités à parler de l'utilisation de l'IA dans Moodle à l'université et de l'expérimentation de Cours AI menée à l'UBO. Nous remercions chaleureusement Scott, cette participation à la keynote est disponible sur la chaîne YouTube d'eLearning Touch. D'autres Moodle Partners ont également progressé en termes d'intégration de l'IA dans Moodle, notamment Accipio qui a développé un assistant IA de gestion de la plateforme Moodle pour créer des utilisateurs et leur attribuer des cours. Une université a également travaillé sur la méthode ABC Learning Design pour analyser les cours déjà présents dans la plateforme et voir quels sont les cours qui mobilisent tel ou tel type d'apprentissage. Autre nouvelle importante, la Marketplace Moodle devrait voir le jour à horizon 2026. Elle remplacera le repository des plugins officiels de Moodle. Des filtres pour trouver le bon plugin seront proposés, des évaluations sous la forme d'étoiles, la mise en avant des plugins bien maintenus par la communauté, etc. etc. Les Moodle Certified Integration, les plugins développés par les Moodle Partners ainsi que de nouvelles extensions Moodle seront également disponibles sur la Marketplace. Pour terminer sur l'actualité mondiale de Moodle, le Moodle Mood Global devient le MIX Moodle IDs Exchange en 2026. Il aura lieu à Istanbul. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode du Moodcast. Nous espérons que ces retours d'expérience et conseils pour rendre votre plateforme Moodle accessible vous seront d'une grande aide. Si vous souhaitez nous proposer d'autres sujets pour nos prochains épisodes ou simplement nous communiquer vos retours, n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires dans notre post dédié sur LinkedIn. Merci pour votre écoute, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du Moodcast. À très bientôt!